Aujourd'hui, un guide pour comprendre Terra Ignota d'Ada Palmer. Avant d'entrer dans le vif du sujet, un avertissement. Terra Ignota n'est pas une lecture détente. Oh non, c'est exigeant, foisonnant, parfois abscon. Premièrement, acceptez de ne pas tout comprendre tout de suite. Le narrateur Mycroft Canner s'exprime souvent comme un personnage du XVIIIe siècle. Phrases longues, adresses directes, tournures classiques et beaucoup de non-dits. Ce n'est pas un oubli, c'est une stratégie narrative. Vous n'avez rien manqué, vous êtes manipulé comme tout le monde dans cet univers. Deuxièmement, gardez une feuille pour noter les personnages. Ça peut sembler bête, mais il y en a beaucoup. Certains changent de fonction, d'allégeance ou de nom. Certains sont doubles. Une simple liste vous évitera bien des sueurs froides au moment critique. Troisièmement, ne sautez pas les passages philosophiques. Ils peuvent sembler décoratifs, mais ils contiennent les clés de lecture de cet univers. Tout y est à double sens. Un débat sur Rousseau ou la notion de miracle peut annoncer une crise politique majeure. Quatrièmement, surveillez la ponctuation. Oui, la ponctuation. Les tirets, les majuscules, les ruptures de ton, rien n'est laissé au hasard. Si Mycroft change de style, c'est qu'il vous dit quelque chose autrement. Ayez quelques notions à propos de ce XVIIIe siècle. Voltaire, Diderot, Hobbes, Locke, les dialogues socratiques. Ada Palmer écrit avec une familiarité totale du siècle des Lumières. Si vous avez quelques repères, cela vous aidera. Sinon, quelques recherches ciblées vont suffire. Sixièmement, ne vous arrêtez pas au premier tome. Le début peut déranger ou simplement désorienter, mais les tomes suivants, notamment le deuxième et le troisième, éclairent rétroactivement ce qui semblait obscur. C'est un jeu d'échecs en 3 dimensions. Septièmement, laissez-vous porter par l'ambiguïté. Les tensions, la religion, la morale, l'identité, le pouvoir sont conçus pour vous troubler. Ce n'est pas une faiblesse de l'œuvre, c'est Terra Ignota. Bien, vous ouvrez un roman de science-fiction et là, première phrase, on vous parle de Diderot. 2 pages plus tard, on vous explique comment les sociétés post-nationales fonctionnent. Puis, on vous annonce qu'un enfant peut faire vivre des jouets avec ses mains, pendant qu'un ancien criminel mystique vous tutoie en citant Thomas d'Aquin. Vous ne rêvez pas, vous êtes dans Terra Ignota d'Ada Palmer. Et c'est probablement l'une des œuvres les plus ambitieuses, les plus déroutantes et les plus littéraires de la science-fiction contemporaine. Terra Ignota, c'est un futur situé au XXVe siècle. L'humanité vit en paix, du moins en apparence, après avoir dépassé le modèle des États-nations. Plus de frontières géographiques, mais des ruches. 7 grands ensembles idéologiques qui fonctionnent comme des communautés transnationales. On choisit sa ruche à l'âge adulte, selon ses convictions. Tu crois au progrès, à la conquête spatiale, au dépassement de soi? Bienvenue chez les utopistes. Tu veux l'ordre, la loyauté, le rituel? Les maçons sont là. Si tu préfères l'empathie, le soin, la médiation, tu rejoindras les cousins. Les Mitsubishi te séduiront si tu veux un monde fondé sur la propriété, la famille et la tradition. Les Européens, eux, se veulent les héritiers des Lumières, rationalistes, voltairiens. L'Europe de la Terra Ignota accueille ceux qui accordent de la valeur à l'identité ethnique ou nationale, et ceci même au-delà du continent européen. Tu es fan de sport, d'émotions collectives, de mérite personnel, tu seras comme un poisson dans l'eau chez les humanistes. Et les Gordiens, eux, ils s'occupent de l'infrastructure, des données, des lois, en restant dans l'ombre. Et si tu refuses tout ça, pas de panique, tu peux être un des 3 hors ruches, un droit blanc, ou un droit gris, ou un droit noir. J'explique. Tous les humains doivent suivre les 8 lois noires dites lois universelles. Les 100 ruches de droit noir choisissent de ne pas en suivre d'autres. Il existe un ensemble d'us et coutumes, mais celles-ci ne sont pas contraignantes. Les droits noirs portent une ceinture noire, mais ils ne font pas de judo. Les droits gris suivent les lois noires, plus un ensemble de lois de consensus. Par défaut, tous les mineurs sont des droits gris jusqu'à ce qu'ils réussissent leur examen de compétences d'adultes et choisissent une ruche ou un autre ensemble de lois. Les droits gris portent une ceinture grise. Les hors-ruches de droit blanc respectent toutes les lois noires
et les lois grises, ainsi qu'un ensemble de lois de personnalité. Les droits blancs portent une ceinture, je vous le donne en mieux, une ceinture blanche. Les individus vivent au sein d'un bash, Kesako. Contrairement à la famille basée sur les liens du sang, un bash regroupe des adultes et des enfants qui choisissent de vivre ensemble, souvent liés par l'amitié, l'affinité, des intérêts communs, plutôt que par la biologie. Les enfants y sont élevés collectivement par l'ensemble des adultes du bash, en couple ou non. Les bashs sont reconnus légalement et socialement et leur composition est publique. Ce qui rend possible cette organisation post-nationale, c'est un système de transport global composé de voitures volantes automatisées qui permettent de se rendre n'importe où sur la planète en moins de 2 heures. Ce réseau de transport est la colonne vertébrale de cette société sans frontières. Pourquoi s'inquiéter de la géographie quand Paris, Tokyo ou Adélaïde sont à portée de main? Les citoyens des différentes ruches peuvent vivre côte à côte dans les mêmes quartiers, les mêmes immeubles, tout en appartenant à des communautés politiques différentes. Cette mobilité a complètement redéfini la notion d'appartenance et de communauté. L'infrastructure de transport est si fondamentale qu'elle est considérée comme un bien commun, surveillé et maintenu par des équipes dédiées. Imaginez un monde où vous vous levez le matin à Paris, déjeunez à Shanghai, assistez à une réunion à New York et rentrez dîner chez vous à Ajaccio. Sans aéroport, sans attente, sans visa. Bon, moi, ça ne me fait pas rêver, cette occupation hystérique de l'espace. Mais bon, ce système de transport a rendu possible l'utopie des ruches. Mukta, premier véhicule de ce type, n'est pas exposé dans un musée ou sur la place publique, non. Il repose dans le bash Sanir, une famille liée à l'infrastructure de surveillance mondiale. Ce détail presque anecdotique dit tout de l'univers de Terra Ignota. Ici, le progrès technologique, comme le pouvoir, n'est jamais là où l'on croit. Ce qui devrait être une relique mondiale est gardé en silence chez ceux qui veillent sans se montrer. Dans ce monde qui a l'air parfaitement réglé, surgit un narrateur, Mycroft Canner. Et ce n'est pas n'importe qui, Mycroft Canner. Il s'adresse directement à vous, comme un Voltaire halluciné, et appartient à la classe des servants, ce qui signifie qu'il a commis un crime et qu'il sert la société pour se racheter. Il avoue des choses, puis les contredit. Il cite Rousseau, puis fait de longues digressions mystiques. Il est brillant, insupportable, touchant. Admis dans l'intimité des puissants, il est le seul à pouvoir nous raconter ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est que la paix commence à craquer. Et puis il y a Bridger, un enfant qui peut faire exister dans le réel ce qu'il imagine. Des soldats de plomb qui prennent vie, des maladies guéries par le simple fait de dessiner un remède. Moma Doll, par exemple, est un personnage secondaire, mais marquant de la série. Il s'agit d'une poupée qui a été miraculeusement animée par Bridger. Elle devient ainsi une créature vivante, dotée de conscience et de parole, au même titre que les autres jouets et figurines que Bridger anime au fil du récit. Moma Doll joue un rôle particulier dans l'entourage de Bridger et de Mycroft Canner. Elle incarne une figure maternelle pour Bridger et les autres jouets animés, apportant un soutien émotionnel et une forme de stabilité dans leur microcosme plutôt bizarre. Bridger incarne donc une forme de miracle dans un monde qui refuse officiellement toute religion. Plus précisément, il est interdit de parler de religion de manière publique ou collective. La société du XXVe siècle a banni les religions organisées, responsables de guerres dévastatrices dans le passé. Les croyances personnelles restent permises, mais elles doivent strictement rester dans la sphère privée. Il est interdit d'en discuter en groupe sans la supervision d'un Sanseyer, un conseiller spirituel spécialement formé pour accompagner les réflexions métaphysiques et surveiller qu'aucun culte ou secte ne se forme. Toute conversation religieuse impliquant plus de 2 personnes est considérée comme un crime, sauf si elle se déroule sous la supervision d'un Sanseyer. Le prosélytisme religieux est strictement prohibé et toute tentative d'organiser un culte ou une secte doit être dénoncée. La foi et la spiritualité ne disparaissent pas pour autant, mais elles deviennent des sujets intimes, encadrés et surveillés pour préserver la stabilité sociale. Et le Sanseyer que nous suivons, Carlyle Foster, se retrouve très vite impliqué dans des événements qui le dépassent. Quant à l'infâme Dominique Sénéchal, il est également Sanseyer, mais de manière plutôt maléfique.
Dominique est à la fois le valet et le senseière de J.E.D.D. Masson, dont nous allons parler, ce qui le place au cœur des intrigues politiques et métaphysiques de la saga. J.E.D.D. Masson, aussi appelé Jed Masson, est l'un des personnages les plus mystérieux, complexes et centraux de la saga. De son nom complet, Jéhovah Epicurus Donatien Darwet Masson, que le dernier ferme la porte, il est officiellement présenté comme le fils adoptif de Cornel Masson, dirigeant de la Russe maçonnique, et le fils biologique de Madame Darwet, une figure politique influente à la tête d'un bâche secret de dirigeants mondiaux. Cette double filiation politique et biologique le place d'emblée au centre du pouvoir mondial. Il possède des capacités extraordinaires, notamment celle de lire dans les esprits et peut-être d'autres pouvoirs dont la véritable étendue reste longtemps incertaine. Il est désigné à plusieurs reprises comme un dieu vivant ou un être d'essence divine, ce qui alimente la fascination, la peur et le scepticisme de son entourage. Sa façon de s'exprimer est complexe, mêlant plusieurs langues et concepts dans une même phrase, ce qui le rend difficile à comprendre sans l'aide de Mycroft Kanner, qui sert souvent d'interprète. Il incarne une alternative radicale au système politique des ruches, qui a maintenu la paix mondiale pendant 3 siècles, mais au prix de manipulations et de crimes cachés. Il fédère autour de lui un camp qui souhaite rebâtir un système plus juste et propose une refondation complète de la société humaine en opposition aux défenseurs de l'ordre ancien. Sa vision du monde et ses ambitions rappellent celles d'un roi philosophe platonicien ou d'un avatar du Léviathan de Hobbes, cherchant à instaurer une nouvelle forme d'ordre social et spirituel. Il est au cœur de la grande conversation avec son père, Théaïr, un autre être d'essence divine, abordant des questions métaphysiques, éthiques et politiques majeures sur le destin de l'humanité. Sa nature divine ou extraterrestre est un mystère central du cycle. Il est à la fois un catalyseur de guerre et un possible artisan de paix, selon la manière dont il parviendra ou pas à fédérer l'humanité autour de lui. Dans ce monde transformé par la science et la philosophie politique, de nouvelles catégories d'êtres humains ont émergé. Parmi eux, les immuables, fascinants exemples de transhumanisme appliqué. Les immuables sont des individus qui vivent en partie connectés à des ordinateurs dans des mondes de données. Leur particularité est d'avoir modifié leur corps et leur système nerveux pour fonctionner de manière bien plus efficace que les humains standards. Ils communiquent souvent par texte, comme le personnage d'Eureka Wixboof de la ruche humaniste, et vivent sans se soucier de leur corps de chair, ayant réécrit leurs sens et leurs nerfs. Ils ont dépassé certaines limites biologiques humaines grâce à la technologie, mais restent confrontés à la discrimination et aux préjugés. Leur existence soulève des enjeux sociopolitiques majeurs, notamment en lien avec la sécurité technologique et les inégalités sociales, car une faille dans leur système pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour l'économie et la société du monde décrit par Palmer. Alors que le monde se vante d'avoir dépassé les préjugés nationaux et religieux, les préjugés contre ces autres humains persistent. Dans ce monde du XXVe siècle, le langage est dégenré. Les pronoms on et ons remplacent les marqueurs de genre, reflétant une société où l'identité se construit hors des catégories binaires. Pourtant, Mycroft Kanner contrevient volontairement à cette norme, en attribuant des genres selon des stéréotypes traditionnels, comme utiliser elle pour un cuisinier, et s'amuse à nous perdre en qualifiant un personnage qu'on pensait masculin avec du elle et vice-versa. Ce choix narratif met en lumière une tension. Même dans une société post-genre, les schémas culturels anciens persistent, influençant les perceptions individuelles. Les bordels peuvent être interprétés comme des zones de friction. Car dans ces espaces, les rôles genrés sont réactivés par commodité ou fantasme, révélant un paradoxe. Une société qui se veut libérée du genre recrée malgré elle des dynamiques genrées dans ses marges. Le paradoxe des bordels illustre ainsi l'impossibilité d'une société parfaitement égalitaire. Les tomes avancent, les intrigues politiques s'accélèrent, on parle d'assassinats déguisés, de manipulation mentale, de trahison idéologique. Ce monde, qui semblait avoir trouvé l'équilibre, se révèle être un château de cartes.
Les grandes familles, les dirigeants des ruches, les architectes du présent, tous jouent une partie d'échecs dont les pions sont parfois des peuples entiers. Et le tout est raconté dans une langue volontairement baroque, inspirée du XVIIIe, avec, on l'a vu, des adresses au lecteur, des dialogues dignes de Diderot ou de Marivaux, et une dévotion au patriarche, Voltaire, ainsi qu'une ironie constante sur la nature humaine. Terra Ignota, c'est de la philosophie, de la politique, de la métaphysique, de l'histoire des idées, de la théologie. Mais c'est aussi un univers incroyablement construit. Chaque ruche a ses lois, ses vêtements, son langage. Les maçons parlent comme des chevaliers modernes. Les utopistes ont des noms grecs et vivent sur des plateformes aériennes. Les cousins ont un langage du soin, avec des gestes pour signifier la compassion. Et les gordiens, personne ne sait vraiment où ils sont, mais ils savent tout. Terra Ignota n'est pas seulement une œuvre de science-fiction, c'est une expérience littéraire. Ada Palmer, historienne spécialiste de la Renaissance et des Lumières, a créé un monde aussi intellectuellement stimulant que littérairement riche, considéré par certains critiques comme, je cite, un travail de maître dispensateur de joie à la hauteur de Fondation ou de Dune. Plusieurs autres œuvres peuvent rappeler l'univers et les thématiques de Terra Ignota, cependant la saga reste souvent considérée comme unique par sa richesse et son érudition. Prenons Hyperion de Dan Simmons, pour sa complexité narrative, sa richesse thématique et son mélange de science-fiction et de philosophie, mais aussi La main gauche de la nuit d'Ursula K. Le Guin, pour la société alternative dénuée de genre, The Expanse, livre et série, pour sa complexité politique dans un futur post-national. May I ask you something? Do you miss Earth? Endless blue skies. And open water all the way to the horizon. The hell is she doing way out here? I have something for you. Little lost daughter case. I need someone discreet. Say no more. Louis Mao discovered something that would tip the balance of power. Someone will do anything to keep it quiet. Some kind of game being played here. If you really do want to stop it, then let's go. You want to be careful how far you take this. Earth is over. This is something new. 2001, L'Odyssée de l'espace d'Arthur C. Clarke explore la relation entre l'humanité, la technologie et l'évolution avec une portée philosophique et une narration volontairement complexe. Le film de Stanley Kubrick est également volontairement complexe. Dave, do you mind if I ask you a personal question? No, not at all. I've wondered whether you might be having some second thoughts about the mission. How do you mean? Rumors about something being dug up on the moon. I never gave these stories much credence, but particularly in view of some of the other things that have happened, I find them difficult to put out of my mind. Open the pod bay doors, please, Hal. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What are you talking about, Hal? This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.
Battlestar Galactica. Cette série interroge la foi, l'identité, le libre arbitre et la politique avec une profondeur philosophique et mystique qui rappelle celle de Palmer. Yet we must not forget the reasons why so many sacrificed so much in the cause of freedom. But we never answered the question why. Why are we as a people worth saving? You cannot play God, then wash your hands of the things that you've created. Sooner or later, the day comes and you can't hide from the things that you've done anymore. Il n'existe pas de jeu vidéo, officiel ou non, basé sur Terra Ignota. Toutefois, certains jeux abordent des thématiques proches. Alpha Centauri, créé par Sid Meier, Alpha Centauri repose sur une hypothétique colonisation humaine de la planète Chiron, située dans le système d'Alpha du Centaure. Pour faire court, on y retrouve 7 factions humaines qui rappellent nos 7 ruches. La Fédération Spartiate, fidèle à son nom, elle place la plus haute priorité sur la force et la préparation au combat. Les filles de Gaïa valorisent la vie en harmonie écologique avec la planète. L'université de la planète valorise la connaissance et le savoir scientifique. La force de maintien de la paix travaille dur par le truchement de la diplomatie et le maintien de la Charte des Nations Unies. La ruche humaine, État policier totalitaire. Les dévots du Seigneur, technophobes ultra-religieux. Les industries Morgan valorisent la richesse matérielle. Un autre jeu, Deus Ex, sorti sur Windows et macOS, a été adapté ensuite sur PS2. Le joueur y incarne l'agent J.C. Denton. Fraîchement intégré au sein de l'UNATCO, une agence antiterroriste internationale sous l'égide de l'ONU, J.C. découvre rapidement que la question du terrorisme est bien plus complexe que ce qu'on veut lui faire croire. Il se retrouve au centre d'une conspiration politique mondiale, mêlant de nombreuses organisations secrètes où les desseins de chacun ne se révèlent que progressivement. Lire Terra Ignota, c'est accepter de ne pas comprendre tout de suite, de se perdre un peu, beaucoup, d'être parfois agacé par le style, de relire une phrase 3 fois, mais c'est aussi, et surtout, faire l'expérience d'une œuvre qui oblige à penser les idées politiques, les utopies, la violence, le sacré, le droit au mensonge pour le plus grand bien de tous, la place du miracle dans une société rationnelle. Mais rien n'égale Terra Ignota. C'est un pari littéraire, un laboratoire mental et politique, et une grande œuvre, peut-être déjà classique, pour qui aime la science-fiction qui gratte, qui dérange, qui éblouit, qui fatigue. À condition d'oser entrer et de s'y perdre, comme Mycroft, comme nous tous. Les 2 premiers tomes de Terra Ignota, trop semblables à l'éclair et cette édition, sont sortis en livre de poche à l'heure où je fais cette vidéo. Au revoir. À bientôt. Et n'oubliez pas, la science-fiction, C'est un piège.